Bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous aujourd'hui. Je suis Edith Broubleu et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le lancement d'Africa's Pulse, la mise à jour économique bisannuelle de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne. Au cours de l'année écoulée, la Covid a bouleversé nos vies et a eu un sérieux impact sur l'économie mondiale. Au début de la pandémie, la Banque mondiale avait prédit que l'Afrique subsaharienne connaîtrait sa première récession en 25 ans. Un an plus tard, cette récession est une réalité, mais il y a des raisons d'espérer une reprise forte et durable dans la région, portée par l'action rapide et les réformes audacieuses des pays, ainsi que par l'innovation et l'énergie de notre population jeune et dynamique. Un capital humain précieux et un atout pour notre continent. Mais ce n'est pas moi qui m'exprimerai en long et en large sur ce sujet. Écoutons plutôt directement la Banque mondiale alors que nous prenons le pouls des économies africaines. Je suis heureuse de vous présenter M. Albert Zefak, l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, qui a accepté de répondre à mes questions aujourd'hui et de partager les dernières nouvelles sur ce qui se passe en Afrique. Vous pouvez suivre notre conversation sur Twitter et Facebook et également partager vos commentaires et idées en utilisant le hashtag #AfricasPulse. Albert, bienvenue et surtout merci d'échanger avec moi en ce jour. Bonjour, bonjour et bon après-midi, surtout bon après-midi à vous Edith et à tous les internautes. Heureux d'être ici. C'est un plaisir, merci infiniment. Alors Albert, dites-nous comment les économies africaines se portent globalement un an après le début de la Covid. Africa's Pulse que nous lançons aujourd'hui indique que dans l'ensemble, la croissance de l'Afrique subsaharienne se contractera de 2%, ce qui est moins sévère que ce que nous craignions auparavant. Est-ce une bonne nouvelle? Edith, c'est une bonne nouvelle en ce sens que les économies africaines sont en train d'émerger de cette crise économique induite par la COVID-19. Nous estimons que l'économie africaine se contractera de 2% en 2020, ce qui confirme la récession que nous avions annoncée il y a un an. Mais la bonne nouvelle, Edith, c'est que cette croissance est vers la borne inférieure de notre projection. Nous avions projeté entre -2 et -5. Nous sommes à -2, donc c'est une nouvelle plutôt positive. Mais ce qui est encore plus important, Edith, c'est de se dire que les pays africains sont en train d'amorcer une reprise qui peut être soutenue si on continue les réformes sur le continent. Nous projetons qu'en 2021, l'Afrique subsaharienne peut croître entre 2,3 et 3,4% en fonction du type de réforme que nos économies mettent en œuvre, mais aussi en fonction du support qu'on aura de la communauté internationale. Donc, il y a clairement un regain, mais ce regain qui est essentiellement expliqué par une forte croissance de l'agriculture dans nos pays et aussi une reprise des cours des matières premières telles que le pétrole et les minerais, cela certainement augure d'une année un peu plus bonne que la précédente. Mais il reste beaucoup d'efforts à faire. Donc, on peut s'attendre en tout cas à un véritable regain, comme vous le dites. Que devons-nous attendre des économies africaines donc pour cette année, pour l'année 2021, 2022, les années à venir? Alors, Edith, pour ce qui est des années 2022 et au-delà, nous projetons que le continent pourrait croître et dans notre scénario optimiste, pourrait croître jusqu'à 4,5% en 2022 et pourrait garder ce taux de croissance supérieur à 4% pour les années suivantes. Mais cela requiert beaucoup de réformes, beaucoup d'investissements. Et c'est des réformes qui devront consister à mettre beaucoup plus l'accent sur l'investissement dans l'éducation, dans la santé, pour rétablir
les systèmes de santé qui ont été détruits par la COVID, mais aussi des investissements dans l'infrastructure, y compris l'infrastructure numérique. Mais pour le faire, il faudra que la communauté internationale aussi se mobilise et mette à la disposition de l'Afrique des ressources fraîches à travers une restructuration de la dette, à travers une remise de dette potentielle qui pourrait donc engranger cette reprise et la soutenir au-dessus du taux de croissance de la population. Faute de cela, Edith, notre croissance restera assez faible et à peine au-dessus de la croissance de la population à partir de 2022. Et comment on a parlé d'économie africaine, comment les pays réussissent actuellement pour aider, en tout cas pour les aider sur cette voie de croissance? Et déjà, Edith, je voudrais signaler que le paysage économique de l'Afrique, tout comme le continent, est divers, n'est-ce pas? Et donc, nous avons une reprise qui est à vitesse variable. Nous avons, en tout cas, nous verrons une croissance positive dans les 3 plus grandes économies africaines, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola. Mais le Nigeria croîtra seulement à 1,4% en 2021. L'Afrique du Sud est autour de 3% et l'Angola à moins d'1%. Donc cela reste faible et continue de tirer la moyenne vers le bas. Mais le reste de l'Afrique continue de croître à plus de 4%. Et si nous mettons en place les réformes dont nous venons de parler, en fait, plus de 60% du continent pourra croître à plus de 4% à partir de 2022. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire pour commencer à annuler les effets négatifs de la COVID. Parce que la COVID peut avoir des effets de long terme qui ne vont se manifester naturellement que plus tard. Et il est important donc actuellement de mettre en place des réformes qui peuvent non seulement permettre aux populations d'augmenter leur niveau de vie, mais aussi d'empêcher que ces conséquences de long terme se manifestent. Donc, ce qui est clair et ce qui est vraiment positif, Edith, c'est que les pays africains n'ont pas raté l'opportunité de faire de la COVID. Ils n'ont pas raté l'occasion de faire de la COVID une opportunité pour vraiment investir dans l'économie numérique. Et nous constatons, par exemple, que le nombre d'entreprises en Afrique qui s'est connecté à l'Internet pendant la COVID a beaucoup augmenté. Les Africains ont augmenté leur participation au commerce numérique. Et par exemple, le volume de transactions sur Jumia, qui est une plateforme numérique en Afrique, le volume de transactions a doublé dans les 6 premiers mois de l'année 2020. Et donc, les Africains se sont mis au commerce électronique en masse. Et nous constatons également, et ça c'est une excellente nouvelle, que les entreprises connectées en Afrique, et ça ressort d'une enquête sur 18 pays africains, les entreprises connectées emploient plus de gens et sont plus performantes. Ce sont des perspectives encourageantes et on constate également, comme vous l'avez dit, un boom du commerce électronique. Mais qu'en est-il de la dette? Quelle est la situation actuelle des pays africains? Edith, la situation de la dette est préoccupante. Elle est préoccupante parce que avant l'avènement de la COVID, nous étions déjà dans une situation assez délicate. La situation était délicate parce que nos pays ont accumulé la dette à un rythme effréné et ont accumulé une dette qui est plus risquée et plus coûteuse. Elle est plus chère puisqu'elle vient de plus en plus des sources privées et des marchés. Donc, c'est une fragilité énorme sur le plan macroéconomique que nos pays avaient déjà avant que Covid ne nous affecte. Donc, la Covid n'a fait qu'aggraver cette fragilité. Et si vous combinez
la COVID, avec la baisse des prix des matières premières exportées par l'Afrique qu'on a vu en 2020, alors on a une situation où des pays sont de plus en plus, ont de plus en plus de difficultés à assurer le service de leurs dettes. Et donc, on a à l'heure actuelle des pays en Afrique qui sont en cessation de paiement, des pays comme la Zambie. Donc, c'est une situation préoccupante et c'est une situation qui requiert une solution globale parce que la dette aujourd'hui n'est pas seulement due aux institutions multilatérales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire, mais elle est aussi due au secteur privé et elle est due aux partenaires bilatéraux, n'est-ce pas, d'autres pays qui prêtent à l'Afrique. Donc, il est important qu'au niveau du cadre commun de traitement de la dette qui a été mis en place au niveau des 20 pays les plus avancés, le G20, que le G20 puisse apporter des solutions vraiment précises et rapides pour cette question de la dette en Afrique. Alors, le nouveau Africa's Pulse parle beaucoup de l'avenir du travail et de l'emploi en mettant l'accent sur l'économie numérique, vous en avez parlé. Pouvez-vous dire à notre public pourquoi la Banque mondiale considère les technologies numériques comme si importantes? Edith, dans les éditions précédentes du Africa's Pulse, nous avons parlé du potentiel des technologies numériques. Ce que ce numéro apporte, c'est une preuve palpable. C'est des données qui montrent justement que les technologies numériques sont en train de changer le futur du travail en Afrique. Et nous confirmons également que le futur du travail en Afrique, qui sera essentiellement tiré par les technologies numériques, se fera de façon différente. Dans les pays avancés, les technologies numériques ont eu tendance à éliminer des emplois. En Afrique, ce que nous trouvons, c'est que ces technologies ont le potentiel de créer plus d'emplois. Ces technologies ont aussi le potentiel d'accroître la productivité, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle les gens font leur travail dans les emplois existants, y compris dans le secteur informel. Voilà pourquoi ces technologies qui ont été fortement embrassées par l'Afrique pendant cette pandémie nous donnent plutôt espoir. Pour beaucoup de gens, les technologies numériques ne sont utiles que pour des personnes bien éduquées et déjà privilégiées. Est-ce que c'est vraiment le cas, selon vous? Ce que nous trouvons, Edith, c'est que les technologies numériques en Afrique ont la possibilité d'améliorer les conditions de vie de tout le monde, y compris ceux qui ont un niveau d'éducation faible. Nous avons parlé du secteur informel plus tôt, et je vous prendrai juste l'exemple des femmes qui vendent au marché au Kenya. Parce qu'elles utilisent M-Pesa dans leur téléphone, elles peuvent commander leurs marchandises à 5 heures du matin et le temps qu'elles arrivent au marché, leurs marchandises ont déjà été livrées. Et puisqu'elles se font payer en monnaie électronique, elles ne peuvent plus courir le risque d'être agressées lorsqu'elles retournent chez elles avec de l'argent liquide. Donc voilà comment ces technologies sont en train d'affecter la vie de tout le monde en Afrique. Et le seul problème, c'est que ce n'est pas encore répandu partout en Afrique. Et en ce sens, c'est plus avancé en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est essentiellement dû au fait que le cadre réglementaire en Afrique de l'Ouest traîne encore le pas par rapport à l'Est. Alors, la pandémie est-ce que la pandémie a été un accélérateur de la transformation digitale de certaines institutions et entreprises qui résistaient jusque-là au changement? Edith, ce que nous trouvons, c'est clair et vous avez tout à fait raison. La pandémie COVID-19 a vraiment accéléré la transformation numérique en Afrique. Par exemple, ce que nous avons constaté, c'est que on a près de 40%, n'est-ce pas,
40% d'entreprises en Afrique ont commencé ou augmenté leur utilisation des solutions digitales, n'est-ce pas? Et ça, le taux le plus élevé, bien sûr, dans les secteurs tels que les nouvelles technologies de l'information, mais aussi le commerce électronique, comme on en a parlé. Et donc, il y a une augmentation claire de l'accès, mais aussi de l'intensité d'utilisation des technologies numériques. Et nous avons également constaté que plus d'un quart des entreprises dans le secteur du commerce et du commerce en détail ou de gros ont commencé à utiliser les plateformes numériques pendant la COVID. Plus de 25%. Donc, il y a clairement une accélération qu'on voit. Et comme je vous l'ai dit, si vous regardez le commerce électronique, c'est plus de 50% d'augmentation du volume de transactions sur les plateformes numériques africaines. Concernant le dynamisme du continent africain, je pense que cette transformation numérique va être appropriée par tous les Africains. Alors, dans cette continuité, quelle est la recette d'une transformation numérique réussie qui profiterait à tous les Africains? Alors, vous parlez de recettes, Edith, et comme recette de cuisine, je voudrais plutôt parler d'ingrédients, n'est-ce pas? Et je proposerai 3 ingrédients pour cette recette. Le premier, c'est l'infrastructure numérique. Bien sûr que le continent est en train d'accroître son accès aux technologies numériques, mais le déficit d'infrastructure reste criard. Si vous comparez l'Afrique subsaharienne au reste du monde, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour combler le gap d'infrastructures numériques. Donc, le premier ingrédient, c'est continuer d'investir massivement dans l'infrastructure numérique. La bande passante et l'Internet à haut débit devraient être accessibles à tous les Africains dans la prochaine décennie si l'on veut faire des progrès énormes, si l'on veut justement que le futur du travail soit non seulement différent, mais améliore significativement la vie des Africains. Le deuxième ingrédient, c'est le cadre réglementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est important que nos gouvernements, nos banques centrales mettent en place des régulations qui accroissent la compétitivité dans le domaine des technologies de l'information, accroître la compétition, mais aussi permettre au génie du secteur privé de se manifester et de se déployer. Donc, le cadre réglementaire est important, sinon on va étouffer l'innovation. Le troisième ingrédient, c'est les compétences numériques. Et quand on dit les compétences numériques, ce n'est pas seulement le codage, ce n'est pas seulement des compétences qu'on acquiert à l'université. Il s'agit également des compétences qui permettent juste d'accéder et d'utiliser des applications pour améliorer son activité. Et on appelle des soft skills. Tout à fait. Okay. Il y a également tout ce qui est dont la communication, le travail d'équipe, la collaboration, qui sont des compétences qui sont nécessaires au développement du numérique. Et on constate aussi que il y a des applications qui se développent pour permettre aux gens qui n'ont pas été longtemps à l'école d'améliorer leur activité. Donc, tout cela, ça fait partie d'un ensemble de mesures qu'il faut promouvoir. Mais je dirais le dernier ingrédient dans cette recette qui peut me mettre vraiment le ferment, c'est la jeunesse. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde et donc le plus dynamique. Ce que nous tirons de cet exercice qui vient de s'achever avec la 23e édition du Pulse, c'est que la jeunesse africaine est en train de véritablement s'approprier l'outil numérique. Et cela est extrêmement important
Et il faudrait que la jeunesse africaine utilise cet outil pour mieux s'en sortir, à savoir créer leurs propres emplois, à savoir utiliser l'outil numérique pour mieux, mieux pour une meilleure reddition des comptes au niveau des administrations, pour une meilleure transparence dans la gestion de la chose publique, pour une meilleure efficacité dans les services publics. Le numérique peut nous permettre de faire ça et permettre à la jeunesse africaine de véritablement avoir sa place sur la table. Merci beaucoup. On peut dire que le rapport Africa's Pulse propose des pistes de solutions aux populations africaines et aux dirigeants. Mais est-ce que ce n'est pas, à mon avis, est-ce que ce n'est pas un énième rapport de plus? Comment les dirigeants et les populations peuvent se l'approprier concrètement pour faire avancer les choses? Edith, je pense que ce rapport serait une énième étude si la jeunesse ne se l'approprie pas. C'est-à-dire si la jeunesse ne se saisit pas des recommandations et travaille dans les pays respectifs pour que les gouvernements mettent en place le type de réformes qui sont recommandées ici et qui, naturellement, ont fait leurs preuves ailleurs. Et je vais prendre juste un exemple. Si dans votre pays, l'accès à Internet n'est pas encore suffisamment avancé, les jeunes devraient utiliser les résultats de cette étude pour travailler avec leurs autorités pour que cet investissement soit fait en priorité plutôt que être fait dans des domaines qui ne sont pas productifs, n'est-ce pas? Parce que le futur de la jeunesse en dépend, n'est-ce pas? Donc, je crois que ça, c'est important de dire les recommandations de ces rapports ne vont être utiles que si la jeunesse se l'approprie et travaille à les utiliser et à les mettre en œuvre dans leur pays respectif. Et est-ce qu'il y a un point ou des points qui vous préoccupent dans ce rapport? Disons que ce qui me préoccupe à l'heure actuelle, c'est la deuxième vague de Covid. Ce qui me préoccupe, c'est que la reprise économique qui ne vient que de s'amorcer peut nous amener à baisser notre garde et à croire que Covid, c'est derrière nous, alors que la deuxième vague est en fait 40% plus meurtrière que la première. Donc, il est important que l'on continue de pratiquer les mesures barrières et de savoir que la reprise économique ne dépendra que de notre capacité à contrôler la COVID et à s'assurer que les pays déploient la vaccination de façon rapide et mettent en place le type de réforme qui va amener plus d'investissements et créer plus d'emplois pour les jeunes. Et c'est la deuxième, et c'est ce qui m'amène à ma deuxième préoccupation, c'est de dire comment est-ce que l'Afrique va pouvoir déployer les vaccins de façon efficace et rapide. Et ce qui préoccupe, c'est plutôt le nationalisme sur les vaccins où les pays avancés sont en train de s'approprier tous les vaccins et les pays africains à peine peuvent avoir des vaccins pour 10% de la population. Donc ça, c'est une préoccupation et j'espère que à crise globale, on aura une solution globale, n'est-ce pas? Et il faudrait au niveau global qu'on puisse arriver à une solution où des pays n'accumulent pas 10 fois plus de vaccins qu'un nombre de population et d'autres pays comme les nôtres aient moins de vaccins pour immuniser ne fût-ce que 10% de leur population. Ça, c'est une préoccupation. C'est très important. Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas que l'euphorie suscitée par le regain de la croissance économique, que cette euphorie ne nous fasse pas baisser la garde face à la deuxième vague de la COVID-19. Absolument. Absolument. Et enfin, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Qu'est-ce qui vous réjouit dans ce rapport?
Edith, deux choses. La première, c'est cette réalisation et ces résultats concrets à partir des enquêtes d'entreprises dans nos pays qui confirment que le numérique n'est pas un luxe pour les Africains. Ça, c'est ce qui me donne le plus d'espoir. Le numérique est clairement en train de s'affirmer comme étant un accélérateur de productivité, et ça à travers nos économies et à tous les niveaux, y compris dans l'économie informelle. Et le numérique est en train de s'affirmer comme étant une source potentielle de création d'emplois et de croissance future en Afrique. Ça me donne espoir. Et là, nous avons des données et une évidence qui commence à devenir vraiment sérieuse, qui le prouve. Ça, c'est vraiment c'est une source d'espoir. Mais l'autre et la plus grande source d'espérance, je dirais, pour l'Afrique, c'est sa jeunesse. L'Afrique, dont la population est essentiellement jeune, puisque moins de 3% de notre population a plus de 65 ans. Le continent est jeune, et parce que cette jeunesse est dynamique et en train d'embrasser la révolution numérique, je pense que l'Afrique a le potentiel non seulement d'accroître le niveau de vie de nos populations, mais aussi de contribuer au développement du monde, puisqu'avec le numérique, là où on se trouve est de moins en moins important. On peut être à Abidjan ou à Johannesburg ou à Nairobi et contribuer aux activités d'une entreprise qui se situe à New Delhi ou à Washington, D.C. Cela me donne énormément d'espoir et je sais que l'Afrique, avec sa jeunesse dynamique, peut le faire. Énormément d'espoir donc de faire un bond en avant, comme on le dit en anglais, leapfrog, de faire un bond en avant avec le capital humain extraordinaire du continent africain, donc c'est sa jeunesse, et surtout grâce à l'utilisation du numérique par cette jeunesse, pourquoi pas pour faire de grandes découvertes, pour améliorer la couverture en électricité, l'alimentation et la fourniture en nourriture des populations africaines, pourquoi pas, et même au niveau de la santé. Ça nous donne de l'espoir et ça nous réjouit. Merci infiniment, Monsieur Albert Zoïfak, pour toutes ces précieuses informations. Chers internautes, je vous invite donc à poursuivre la conversation sur Twitter, sur Facebook et surtout partager vos commentaires et vos idées en utilisant le hashtag #AfricasPulse. Vous pouvez retrouver le rapport complet Africa's Pulse sur le site banquemondiale.org/Afrique. Merci infiniment et à très bientôt. Merci Edith et bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous les internautes. Merci infiniment. Merci beaucoup.